globalisation, c'est un processus d'ouverture économique qui est arrivé au monde, et non seulement économique, aussi social et politique, qui a comme raison fondamentale la baisse des coûts de transport et principalement la baisse des coûts de communication. Et dans ce processus de globalisation, elle a ouvert une énorme opportunité pour la compétition des pays en développement. Parce que dans l'idéologie néolibérale, il y avait l'idée que donner la globalisation, les pays étaient maintenant plus interdépendants. Comme ils étaient plus interdépendants, ils perdaient une partie de leur autonomie, ce qui est vrai, et donc que l'État national avait perdu relevance, importance dans ce monde. C'est au contraire. L'État national a devenu plus stratégique qu'avant. Pourquoi? Parce que la raison, la cause de la interdépendance plus forte a été la compétition entre les États nationaux. Ce qui enseigne la théorie économique orthodoxe, le mainstream, est que la compétition est entre les entreprises. C'est vrai, mais n'est pas seulement sur les entreprises, il y a aussi une compétition entre les États-nations, entre les gouvernements. Chaque président, chaque premier ministre doit obtenir pour son pays un taux de croissance plus fort que les autres. Ça est une mesure de sa compétence, capacité comme dirigeant politique. Dans ce processus, est fondamental, dans cette compétition mondiale, est fondamental que les pays en développement aient une stratégie nationale de développement ou une stratégie nationale de compétition, c'est la même chose, qui est une chose informelle. C'est un conjoint des politiques, des lois, des entendements, d'accords informels entre les gens pour créer des des opportunités d'investissement profitables pour les entrepreneurs et donc qu'il y ait un augment du taux d'investissement du pays et une croissance plus grande, augmentant l'emploi des ouvriers. Ça, à mon avis, cette stratégie nationale de développement est la vraie institution fondamentale pour le développement. Les néoclassiques, néolibérales, disent que le fondamental, c'est la protection de la propriété et des contrats. C'est bien, on doit faire ça aussi. Mais il faut comprendre que dans un pays en développement, cette garantie de propriété des contrats n'est toujours pas tellement fort. Parce que le système juridique, parce que l'État n'est pas tellement capable ou fort. Mais si on a cette préoccupation, cette volonté du développement, et si on ouvre l'opportunité d'investissement pour les entrepreneurs, ça est fondamental. La Chine, par exemple, a une claire stratégie nationale de développement. Le grand avantage que les pays à revenus moyens ont, c'est la main-d'œuvre à bon marché. Tout l'objectif du développement est d'augmenter les salaires de manière soutenable. Mais il y a cet avantage. Donc, et ces pays ont déjà des États capables de développer une stratégie nationale de développement. Donc, si on arrive à combiner ces deux choses, on a la possibilité de faire le catching up, d'avoir un taux de croissance plus fort que les pays riches, de telle manière que, à moyen terme, le niveau de vie commence à se équaliser. Et je crois que c'est ça qui arrive, plutôt dans les pays asiatiques, mais au Brésil, par exemple, dans les dernières années, nous avons eu un développement plus fortement national que nous avons eu dans les années 90. Le taux de change n'est pas simplement un prix
macroéconomique qui détermine les importations et les exportations. Il détermine aussi les investissements, parce qu'il détermine les opportunités de profit des entrepreneurs. Si vous avez un taux d'échange compétitif, vous avez toute la égal au taux d'échange du club industriel, vous avez toute la demande externe, toute la demande des autres pays ouverte à vous. Si vous êtes compétent, vous serez capable de faire compétence avec les autres pays, les autres producteurs. Donc le taux d'échange est fondamental aussi pour le contrôle de l'inflation. Il est fondamental pour les salaires. À mon avis, le taux d'échange est les prix macroéconomiques plus stratégiques qui existent. Il est plus important que les taux d'intérêt, que les taux d'inflation, que les taux de salaire. Les pays à niveau moyen, comme le Brésil, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que le Brésil, par exemple, commence à comprendre qu'est-ce que c'est le nouveau développementisme, quelle est la stratégie des pays asiatiques, et commence à faire la même chose. Nous avons déjà un État de bonne qualité, nous avons des entrepreneurs très bons, une classe moyenne forte. D'autre part, je ne suis pas optimiste en relation aux pays vraiment pauvres. Les pays pauvres sont pays pauvres et petits, qui n'ont pas un vrai État, qui n'ont pas une classe d'entrepreneurs capitalistes modernes. Ces pays, les pays d'Afrique, mais aussi l'Haïti, ou même la Bolivie, où il y a maintenant, à mon avis, un merveilleux président, M. Morales, un très courageux. Mais c'est très difficile de gouverner ces pays. C'est très difficile de faire le développement. Je ne sais pas. Et d'autre part, je regarde les pays riches. Et les pays riches sont dans une grande difficulté, à mon avis, pour des raisons. Il y a une raison qui est une raison structurelle. C'est le fait que les pays à revenu moyen font chaque fois plus de la compétition avec les pays riches. Ils ont l'avantage du main-d'œuvre à bon marché. Ça, c'est un problème. L'effet aussi de l'immigration est aussi un problème qui baisse les salaires dans les pays riches. Ce sont ces deux problèmes nous disent que le taux de croissance des pays riches va être modeste. D'autre part, il y a des problèmes du néolibéralisme. Le néolibéralisme, pendant un certain temps, on pensait, et moi-même j'ai pensé, que le néolibéralisme était une idéologie qui était terrible, désastreuse pour les pays en développement. C'était le consensus de Washington, l'orthodoxie conventionnelle, autrement. Mais ce qu'on finalement nous avons compris est que ce néolibéralisme a été un désastre pour la France, pour les États-Unis, pour tous les pays riches aussi. C'est un boomerang process. Donc, il faut que les hommes politiques, il faut que les économistes commencent à penser. La théorie économique qui s'enseigne dans les universités, la théorie économique néoclassique, s'enseigne dans les cours de post-graduation, basée dans les expectatives rationnelles. C'est un désastre. C'est, à mon avis, une théorie hypothétique déductive avec aucune justification scientifique. Ce sont des châteaux dans l'air, idéologiques. Il faut se débarrasser de ce type de sciences économiques et vous retourner au classique, à Marx, à Keynes, à Schumpeter, des grandes économistes, à Marshall, dans la microéconomie, c'est très intéressant, sans l'équilibre général. Et si on fait quelque chose comme cela, on pourra, les pays riches aussi pourront avoir un taux de croissance plus équilibré et qui est important pour tout le monde.